Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, que ça roulait vite encore aujourd'hui mes aïeux. Sur cette étape, on s'est bien tiré la bourre sur ces 167 km entre Vulcania et Issoire. Je m'attendais à une journée où l'échappée pouvait aller au bout. Je m'attendais à une étape musclée, mais je m'attendais quand même pas à ce rythme-là. Ça a quasiment pas débranché de la journée. L'échappée n'a eu que 3 minutes d'avance, quasiment dès le début, et ensuite ça a roulé extrêmement fort. Donc vraiment une belle étape aujourd'hui. J'ai pas grand chose à dire, je peux vous dire, au niveau des tops et flops. C'est assez dur quand même sur une étape comme ça de mettre des très gros flops, à part je dirais un coureur français. Mais ouais, ça a été une grosse étape encore aujourd'hui de cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez mettre également, et vous pouvez, si vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks également. Et si vous en avez les moyens, surtout. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Google, Deezer, Spotify. Et puis également du côté de TikTok, le débrief rapide de l'étape. Il est déjà en ligne depuis 10 minutes et pourtant il n'est que 17h38. Une étape de fou, ouais, étape de fou encore aujourd'hui. Pourtant, je peux vous dire, j'étais pas, j'ai bien aimé l'étape, j'étais très concentré sur l'étape alors que je n'ai pas forcément super bien dormi. Donc c'est parfois toujours un peu compliqué quand vous manquez de sommeil de vous mettre dans l'étape. Mais ouais, ça roule comme des demeurés quand même. Quand tu te dis qu'on n'est qu'à la mi-course, hein, il reste encore donc 10 jours. Dans ces 10 jours, il y a 4 étapes de plat. Demain, Poligny, Bourg-en-Bresse et les Champs. Ça laisse pas beaucoup d'étapes de repos quand même. On est parti sur un gros rythme avec les Pyrénées, ça continue. Moi je m'attendais quand même à ce que dans le peloton on laisse partir l'échappée très vite. Ça n'a pas débranché pendant 80 bornes, pendant 80 km, avant que le bon groupe sorte. Ça a été assez exceptionnel quand même ce début d'étape, avec des rebondissements, avec des surprises, avec des Français en difficulté. Mais ça a roulé super fort. Enfin, vraiment, j'étais impressionné par le rythme. Dans l'échappée, on avait du beau monde, mais je le dis toujours, quand l'échappée met du temps à sortir, forcément, vous avez du lourd. Avec une belle bagarre dans l'échappée. Ça s'est concentré dans la dernière difficulté, mais il y a eu une belle bagarre. Et puis, belle victoire de Bilbao, parce que y a quand même un contexte derrière cette victoire. La mort de Gino Meder et c'était important pour Bilbao et son équipe de rendre hommage à Gino Meder. Ça a été un tour qui a été dur à préparer parce que je rappelle que Gino Meder devait faire le Tour de France, donc ça a été dur à préparer cette course et je suis content quand même pour cette équipe qui n'a pas vécu un moment facile. C'est pas la première fois que ça leur arrive, puisque après Colbrelli c'était aussi pas facile à gérer. Ça a été une belle victoire quand même pour Bilbao. Et en plus il a très bien géré parce que c'était le favori pour moi. Quand j'ai vu quand j'ai vu Nyland sortir et le groupe de 5 s'organiser derrière, je me suis dit dans ce groupe-là, il n'y a que Bilbao qui est rapide. C'est-à-dire que Ben O'Connor, c'est pas le mec qui a le plus gros punch, ou Nyland, qui était capable aussi d'être performant. Sauf que Nyland c'était devant, donc je me disais, derrière, il n'y a plus que Bilbao. Et moi, je me disais, bon, à un moment, quand on va rentrer à 2 bornes de l'arrivée et qu'ils vont être tous ensemble, ça va poser problème. Et il a très bien géré. Il a bien été aidé par Chavez, mais je vais revenir là-dessus parce qu'on pourra parler de la stratégie de course de Chavez. Je ne l'ai pas vraiment compris. Et puis derrière, des bleus qui sont... C'est-à-dire que je me dis, heureusement qu'on a gagné une étape avec Victor Lafay, parce que je sais pas trop si on va avoir beaucoup de résultats positifs sur ce Tour de France. Si ça va pas être un Tour de France un peu mi-figue, mi-raisin pour les Bleus. Parce que, pour le moment, il y a eu Victor Lafay, il y a eu des échappées,
Mais quand on voit les échappés, souvent les Français sont quand même pas ceux qui jouent véritablement la gagne derrière. Donc je suis un petit peu inquiet pour la possibilité qu'auront les Bleus de faire un grand résultat. Enfin, quand je parle des Bleus, des Français plutôt, de faire un grand résultat. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, France Télé? Le petit point France Télévisions. Alors pour ceux qui regardaient sur Eurosport, la RTBF ou d'autres chaînes, moi vous savez je regarde sur France Télévisions parce que je dis à chaque fois je me mets à la place d'un téléspectateur lambda qui décide de regarder avec France Télévisions et je m'inflige ça un petit peu. Sinon j'aurai rien à critiquer pendant le Tour de France. J'aime cracher mon venin. Ils ont eu la bonne idée de lancer la pub pile au moment de l'attaque de Chris Nyland. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit tiens, mettre une pub dans la dernière difficulté du jour, c'est pas une idée à la con. Non, ils la mettent quand même. T'as l'impression que c'est la première année que France Télé diffuse le Tour de France. Voilà. Je suis sidéré. T'as l'impression que c'est la première année qu'ils diffusent le Tour de France. Dans la manière de réagir au truc, je trouve que cette année, France Télé propose vraiment du mauvais contenu sur ce Tour de France. Enfin, la réalisation du direct est catastrophique et les commentaires sont pas dingues non plus, parce que Jalabert est même pas capable de lire un communiqué de presse d'une équipe. Parce que quand il nous a parlé de la texture des maillots Israël, il lisait le communiqué de presse. Sauf qu'il n'arrivait pas à lire le communiqué de presse et à comprendre le communiqué de presse. Mais dans ce cas-là, si tu ne maîtrises pas une info, tu ne la donnes pas à l'antenne. Enfin, c'est un petit peu, ça semble logique, mais bon, pas pour certains. Jalabert, alors autant je pourrais l'excuser à un Johan Ofredo ou à un Pierre Holland qui sont encore récents dans la manière de commenter des courses. Autant Jalabert, ça fait quand même depuis 20 ans qu'il commande des courses, donc ça fait depuis plus longtemps qu'il commande des courses que l'époque où il courait, Jalabert, maintenant. Donc je pense qu'il y a un petit minimum à avoir. Et puis, c'est plat quand même. Pendant toute l'étape, alors à part Pasteur qui s'excite à certains moments, tu te demandes pourquoi, mais bon. Je me dis qu'à chaque fois qu'il s'excite, c'est vraiment que pour le résumé de l'étape du jour le soir. Enfin, tu sais, la minute qui est diffusée après la météo là, sur France Télé, c'est que pour ça. Et puis après, putain, la pub, quoi, pendant la dernière montée, enfin, on pouvait la foutre dans la descente, la pub. Il te reste une pub à caler, tu sais que tu dois la caler dans les 15 derniers, 30 derniers kilomètres. Putain, j'irais mieux le moment où vous pouvez foutre la pub. Je sais pas, mais dans une descente, ça semble logique. Pas pour les mecs de France Télévisions. Mais t'as l'impression, vraiment, cette année, France Télévisions, c'est la première année qui diffuse le Tour. Bon, je parle même pas de Jean-Claude, 1 minute d'intervention pour 10 000 € de salaire, Franck Ferrand, parce que... il est payé combien, Franck Ferrand? J'aimerais bien connaître son salaire à Franck Ferrand. Parce que c'est quand même... t'es nourri, logé, dans des pas mauvais hôtels, t'es même transporté, t'as des chauffeurs... dans la journée, vraiment, tu dois l'entendre 5 minutes. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, et pourtant j'ai regardé énormément d'étapes. Parce que je me suis fait avoir par le départ, mais quand j'ai vu que ça partait fort, tout de suite j'ai mis la télé, donc j'ai raté j'ai raté la première côte. Voilà. J'ai raté 10 bornes de l'étape. Si on l'entend 5 minutes dans la journée, Franck Ferrand, c'est déjà... j'ai envie de dire 5 minutes de trop, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais partie des gens de Valeurs Actuelles, Franck Ferrand. Il avait dit, je me rappelle quand il avait dit qu'il était... Alors, c'est droite, c'est pas extrême droite Franck Ferrand, c'est droite Christine Boutin, ce que j'appellerais. C'est la droite Bolloré, c'est la droite France catholique. Ce que veut imposer Bolloré, parce que contrairement à ce que dit notre ministre de l'Éducation nationale, l'idée de Bolloré, c'est pas d'imposer l'extrême droite, c'est d'imposer une vision catholique de la France. C'est pour ça que quand vous regardez C8 est la seule chaîne de télévision qui propose un éphéméride détaillé de la Saint du jour, qui explique qui est le Saint du jour, ce qu'il a fait dans les livres du catholicisme.
C'est la seule chaîne qui propose ça. Et c'est pour ça qu'il y avait ça aussi. Il y a ça aussi dans Direct Matin. Mettre en avant la France catholique. Ça a toujours été l'objectif de Bolloré. C'est pour ça qu'il soutenait plus Zemmour que Marine Le Pen. Parce que c'est pas vraiment l'objectif de Marine Le Pen. Petit leçon de politique médiatico-politique. Mais donc oui, Franck Ferrand, je suis même surpris que ça soit Franck Ferrand. Parce que Franck Ferrand, à France, il n'intervient que pour ça à France Télévisions. Je suis surpris qu'il y a Stéphane Bern, Laurent Deutsch, qui me semble... Alors, je ne sais pas s'ils sont meilleurs historiens que ça, parce que moi je ne suis pas spécialiste. J'ai pas fait, en plus vu ma note au bac en histoire, mais je ne suis pas spécialiste en histoire. Mais je me dis que Franck Ferrand, il explique pas très bien les trucs d'histoire. Il se focalise quand même sur certains trucs. Il est autant prof d'histoire que moi, potentiellement. Donc je me dis, pourquoi on n'a pas pris Stéphane Bern, Laurent Deutsch, qui sont quand même des personnages, je pense, moins clivants, et surtout pas affiliés à Valeurs Actuelles. Bon. Après, on ne pourra pas dire que le service public il est de gauche. Hein. On met Valeurs Actuelles en avant. Parce que souvent, c'est ça, on dit le service public est de gauche. Bon, on passe au sondage. Les sondages du jour. Premier sondage. David Gaudu peut-il encore jouer le podium à Paris ? Oui, à 12%. Non, sauf s'il prend une échappée, 45%. Impossible, 43%. Donc vous êtes un peu comme moi plutôt pessimiste quand même sur sa capacité à jouer un podium. Pour vous, qui va gagner l'étape 10 ? J'avais mis Mathieu Van Der Poel 22%, Fred White 6%, Nazen 2%, Fedorov 2%, un autre coureur 68%. Eh bien, vous aviez choisi un autre coureur, vous aviez raison. Alors moi, pour tout vous dire, je m'attendais à avoir une grosse échappée, et avec des mecs comme Van Der Poel et Fred White qui arriveraient à sortir dans la dernière difficulté et à gagner au sprint dans un groupe serré à 5-6 coureurs. Bon, au final, c'est Bilbao qui a réussi à faire ça. Et puis pour vous, demain, qui va gagner ? Vous avez dit un sprinter puncher 23%, puncher 14%, baroudeur 60%, leader du général 3%. La note de l'étape, 17 sur 20. 17 sur 20 parce que j'ai bien aimé le final, le rythme endiablé. Ce final était quand même dingue avec les petits groupes comme ça. Neylands qui résistait, je me disais... Putain, à un moment, ça allait peut-être se regarder dans le groupe. Ça s'est jamais vraiment regardé. Derrière, on a eu un rythme endiablé, le début d'étape de dingue, avec même Pogacar à un moment qui est obligé de faire rentrer le peloton. Enfin, le début de journée est vraiment super agréable. Ça s'est couru vraiment sur un rythme dingue. Il n'y a pas eu de temps mort sur l'étape, quoi, quasiment. 167 km, vraiment à fond. Bon, j'ai envie de dire que... Après, c'est aussi le fait d'avoir des étapes très courtes fait qu'on a des rythmes très intenses de course. Si on avait eu des étapes un peu plus longues, on pourrait pas rouler... on roulerait peut-être pas aussi fort dans les étapes. Il y aura plus des temps morts. Mais comme là, c'est très condensé en longueur d'étape, ça ressemble plus à du cyclisme féminin. Ce qui fait que ça relance tout le temps, quoi. Il n'y a pas vraiment de stratégie très posée. Et le cyclisme féminin, c'est vrai qu'on a peu d'échappées qui vont au bout. Et quand les échappées vont au bout, c'est souvent que ça a bataillé avant pour que l'échappée aille au bout. Donc voilà, c'est un Tour de France qui ressemble beaucoup à une course de cyclisme féminin. Par contre, il va falloir tenir 3 semaines. Ça va pas être du gâteau. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Ben O'Connor. Du côté de Ben O'Connor, c'est pas une mauvaise étape, hein. Surtout que c'est pas forcément le profil qui lui convient le mieux. C'est-à-dire que lui c'est plus un pur grimpeur, Ben O'Connor, un coureur de course par étape, mais c'est pas forcément un puncher. Il n'a pas des qualités de puncher, Ben O'Connor. Donc le voir finir sur cette étape, il se fait un peu avoir dans le final, mais c'est pas vraiment de sa faute. C'est Jared Chavez qui a vraiment désorganisé le groupe à plusieurs reprises. Mais il prend une 3e place, ça fait des points UCI à AG2R. Ça c'est important aussi parce que ça peut être compliqué pour AG2R aujourd'hui au niveau des points UCI. Et puis tout le monde est arrivé dans les temps aujourd'hui. Même si ça s'est joué à 10 minutes près,
Pour Jacobsen encore, hein, qui doit être parmi les derniers classés de ce Tour de France. Ça doit être l'une des lanternes rouges de ce Tour de France, quasiment Jacobsen. Mais oui, ça a été une étape vraiment très solide de la part de Ben O'Connor. Il se rate à 800 mètres, 900 mètres quand le groupe Bilbao-Zimmermann part. C'est dommage parce qu'il voit que ça part, il réagit, mais il réagit un peu tard. Alors même s'il rentre, il aurait fallu qu'il rentre et qu'il attaque tout de suite. Et il rentre et il fait un petit coup de frein, alors qu'il aurait dû vraiment continuer d'accélérer. C'est-à-dire qu'il aurait dû vraiment les surprendre. Parce qu'en plus, il y avait 300 mètres et c'était plutôt en léger faux plat descendant. Donc ça aurait pu le faire pour O'Connor, tenter de surprendre ses adversaires. Bon. Il n'a pas osé, peut-être Ben O'Connor. C'est pas non plus quelqu'un qui a énormément de victoires à son palmarès. Ouais, il en a 7. 7 et il s'est rarement trouvé en groupe dans cette situation-là. Souvent quand il a gagné, c'est que c'était le plus fort. Donc ce qui fait un petit peu la différence par rapport à d'autres coureurs. Mais ouais, Ben O'Connor, c'était important pour lui, je pense, d'aller gagner parce que d'aller faire un résultat, parce que c'est vrai que le Puy-de-Dôme il a complètement explosé. Bon, il remonte un peu au général, mais il est encore loin. Hein. Ben O'Connor, il est 17ème. Voilà, il a gagné une place, donc c'est pas grand-chose. Hein. Il est juste devant Guillaume Martin. Mais c'était bien tenté. Voilà, par Ben O'Connor. Guillaume Martin aussi, il a essayé, mais bon, il était un peu seul quand il a tenté de sortir. C'était un peu dommageable pour lui. Autre plus-moins, Warren Barguil. Pas facile d'enchaîner le Giro et le Tour. Le Giro a été compliqué. C'était un profil qui lui convenait aujourd'hui, Warren Barguil, mais tu sens qu'il manque de fraîcheur physique. Voilà, quand on enchaîne de grands tours, c'est pas évident. Ça lui est pas arrivé souvent d'enchaîner 2 grands tours dans cet ordre-là. Que je regarde 2016 et 2017 où il fait la Volta et le Tour de France. Mais il a souvent couru sur d'autres épreuves. Donc voilà, il avait pas enchaîné de grands tours depuis 2017 et jamais en faisant un grand tour avant le Tour de France. Donc, ce qui fait un peu la différence par rapport à cette année. Il lui en manquait un peu à Warren, hein, tout simplement, physiquement sur cette étape. Je pense que il lui manquait de la fraîcheur pour faire un résultat comme ça. Et puis avec la chaleur et la fatigue d'un Giro, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour Warren Barguil. Donc la condition physique est peut-être pas à 100%. Et là, il est tombé aussi face à des sacrés loustiques. C'est vrai que c'était un peu la différence. Il est tombé face à des coureurs qui étaient très performants. Bon, voilà, il finit 9ème de l'étape sans avoir démérité, mais il lui en manquait un peu. Alaphilippe 10ème. On en a parlé hier dans l'épisode de départ fictif. Mais j'ai presque envie de dire que maintenant Alaphilippe c'est devenu, et ça me fait mal de dire ça, je peux vous le dire, mais c'est presque devenu un coureur lambda. Quand on voit l'étape aujourd'hui, il y a 4 ans, il gagnait facilement. Enfin, même face à Bilbao, il était capable de suivre. La dernière côte, c'est une côte, tu vois, un peu de Mont Ardennais, quoi, dans l'idée. Enfin, c'était une étape à 3000 mètres de dénivelé positif. Bon, ça faisait un peu Liège-Bastogne-Liège, quoi, mais en version courte. Donc pas réussir à tenir la roue d'un Bilbao, même si Bilbao a progressé, hein, ça fait un peu mal au cul quand même. Voilà, Alaphilippe est devenu un coureur lambda. Il est rentré dans le rang. Alors soit c'est parce qu'un manque de travail à l'entraînement. Peut-être aussi que l'ambiance aujourd'hui chez Soudal Quick-Step, où on parle quand même plus de son départ
d'un renouvellement de contrat. On l'a senti, on sent depuis quelques temps quand même qu'on veut se débarrasser de lui. C'est sûr que ça ne doit pas aider, mais aujourd'hui on lui met quand même Kasper Asgreen, c'est-à-dire qu'on lui fait un petit peu confiance. Et il explose quand même très vite, Julien. Donc ça c'est quand même un peu dommageable. Alors après il a fait, c'est vrai, un début d'étape canon où il roule notamment avec Mohoric, donc il a consommé de l'énergie à ce moment-là. Mais bon, le grand Alaphilippe des années 2019, 2020, 2021, il aurait tenu la roue. Là, c'était pas le cas. Donc compliqué. En sachant qu'il y a Jean-René Bernaudot qui a parlé de Julien Alaphilippe. Il a dit, grosso modo, il est sur le marché, il a confirmé. Mais il a dit qu'il faut racheter la dernière année de contrat à Patrick Lefebvre. Et Jean-René Bernaudot, il a dit, je ne donnerai jamais de l'argent à Patrick Lefebvre. Bonne ambiance dans les pelotons. En sachant que de toute manière, Jean-René Bernaudot avait dit à une époque en interview qu'il ne prend que les coureurs en fin de contrat. C'est-à-dire qu'il ne rachèterait jamais un contrat. Confirmation, il ne rachètera pas un contrat. Après, Julien Alaphilippe chez Total, est-ce que c'est une bonne idée ? J'aurais préféré Arnaud Démare. Je pense qu'Arnaud Démare, il y avait plus un truc à faire. Julien Alaphilippe, il est sympa, mais c'est un profil qu'on a avec Pierre Latour. Si c'est pour faire doublon avec Pierre Latour, je vois peu l'intérêt. Si c'est pour faire doublon sur les classiques avec Anthony Turgis, je vois peu l'intérêt aussi. Donc je suis pas sûr que Julien Alaphilippe ait un grand intérêt à aller dans cette équipe. Après, il y a toujours Arkea qui a du budget de disponible. Mais je pense que Julien, il faut qu'il change d'air, il faut qu'il change d'équipe vraiment. Enfin, là, ça devient obligatoire parce que cette année, l'ambiance n'est pas bonne autour de lui et faut changer des choses. Il y a un moment, on en parlait hier là aussi, mais je me répète un peu, mais il faut changer des éléments là aujourd'hui pour Julien parce que il peut pas continuer dans une équipe qui ne veut plus de lui et où il n'est plus de leader. Simplement, le leader c'est maintenant Remco Evenepoel. Alors pour moi c'est un peu une erreur parce que chez Quick-Step on a l'impression qu'on veut tout pour Remco. Oui, mais il faudra déjà pas que Remco se barre dans une autre formation. Puis imaginons que Remco Evenepoel dans 2 ou 3 ans, je sais pas, il lui arrive un problème et qu'il se retrouve à plus être performant. Tu vas être dépendant, enfin tu es déjà très dépendant de Remco Evenepoel, mais tu vas être encore plus dépendant de Remco Evenepoel. S'il n'apporte plus de résultats, avec le système actuel de montée-descente, ça peut te mettre en difficulté. Donc, mais on a bien l'impression quand même que chez Quick-Step, le départ de Cavagna, il y a des coureurs dont on n'a plus vraiment envie, et on a envie de faire du 109, et Julien Alaphilippe est en fin de cycle, je dirais, dans cet effectif. Donc il y a aussi une idée derrière de passer à autre chose. Je termine avec la Groupama FDJ, que je mets en flop pour plusieurs raisons. La première raison, c'est avec David Gaudu, aujourd'hui, ça ne s'est encore pas bien passé. C'est pas le seul. Avec Romain Bardet, le début d'étape a été très difficile pour David Gaudu. Alors, est-ce que c'est un coup de chaud ? Parce que c'est vrai qu'il est breton de base, David Gaudu, donc 40 degrés, c'est pas forcément facile à gérer. Ou est-ce que c'est tout simplement des jambes qui sont pas là ? Malgré tout, je suis surpris de la stratégie de la Groupama FDJ de ne pas laisser des gens partir en échappée. Alors, Marc Madiot a dit, on a demandé à tout le monde de redescendre avec David Gaudu et qu'au départ, on avait prévu de partir en échappée. Mais moi, je me dis que il y avait vraiment besoin de tout le monde pour amener Gaudu. Enfin, on ne pouvait pas laisser un Geniette, un Paché tenter sa chance à l'avant de la course. C'est quand même triste. Pour le moment, la Groupama FDJ, on ne les a pas vus. On les a vus. On voit que Gaudu. Ça fait un peu penser à la manière de courir d'Ineos. Moi, je dirais que ça court comme s'ils avaient 4-5 ans de retard. Et je suis assez surpris aussi de la part de la Groupama FDJ de ne pas tenter des choses à la manière de la Jumbo. C'est-à-dire de ne pas tenter avec un Paché ou un Genietz, encore une fois, de les envoyer en éclaireur
soit pour aller chercher la victoire d'étape, soit pour tenter d'aider son leader en deuxième partie de course. Mais je trouve que ça court, encore une fois, comme je le disais, petit bras dans cette formation. On met tout pour le leader, sauf que on s'aperçoit quand même que ton leader, il n'a pas des grandes jambes. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir changer un petit peu, switcher au niveau du cerveau. Là, on a eu l'impression vraiment qu'on courait comme Ineos, même quand le leader est en difficulté. Bon, Gaudu, il fera pas podium, à part miracle, pour le Tour de France. Donc maintenant, faut peut-être envisager autre chose. Est-ce que ça a un intérêt pour une équipe française, au niveau de la visibilité des sponsors, de rien tenter pendant 3 semaines et de finir 6e ou 7e de la course? Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux quand même tenter des échappées, je sais pas, avec Kung aujourd'hui, avec Paché, avec Geniette, sur un type de parcours comme ça, et tenter d'aller jouer la gagne? Excusez-moi de vous le dire, monsieur Madio, mais aujourd'hui, Israël Première Tech est beaucoup plus visible que vous. Et pourtant, ils n'ont plus personne au général, Israël Première Tech. Oui, mais ils sont à l'avant. Bon, voilà, ce sont les animateurs de la course. Ça serait dommage qu'au bout de 3 semaines, on se souvienne de vous que pour la 9e place de David Gaudu au général. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un peu mieux du côté de la Groupama FDJ. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté du bilan des coureurs au top. 2 coureurs au top, 2 flops aujourd'hui. J'ai fait assez court. Je commence sur cette partie-là. Je commence avec Bilbao. Étape qu'il a très très bien gérée, parce que Bilbao, il était quand même un peu dans le final avec la pancarte. Parce que c'était lui le plus rapide au sprint. Du groupe de 5, il a eu de la chance, tout le monde collabore, mais je me suis dit, dès qu'ils vont revenir, ça va pas vraiment collaborer, c'est là où il peut perdre la course. Il y avait encore 3,5 km à gérer, il s'est caché superbement bien, et après, il a fait le job quand il fallait revenir sur Ben O'Connor, et puis ensuite, quand il a vu que Zimmerman partait, il s'est dit, il faut tout de suite que je le prenne en route, parce que sinon, après, ça va être l'enfer. Et l'horreur, il n'a pas hésité une seconde. Il attaque à 800 mètres. Et après, derrière, face à Zimmerman, c'était le plus rapide au sprint. Mais il a très très bien géré. Il se replace au général. Ça, c'est également une bonne nouvelle pour lui. C'est vrai que c'est dommage que les Français étaient en difficulté aujourd'hui. Bardet, Gaudu en coup de chaud. Mais d'autres auraient pu tenter le coup aussi. Mais voilà, la chance sourit aux audacieux aussi. Comme on le dit, Bilbao, il a tenté sa chance, il a réussi. Donc pas de problème là-dessus. Voilà, et puis ensuite, derrière, il rend hommage à Gino Meder. C'était important, je pense, pour cette équipe. C'était très important de gagner une étape. Même si, tu vois, ils réussissent moyennement leur Tour de France, ils pourront dire, on a gagné une étape pour Gino Meder. Ça a été un tour très compliqué, je pense que pour le staff, pour l'entourage également de cette équipe, ça n'a pas été facile pour les coureurs. Donc voilà, c'est une victoire qui fait du bien. Et puis Bilbao, c'est quand même un mec qui commence à avoir un bon petit palmarès. Tour des Alpes, Giro, Dauphiné. Je crois qu'il a fait également le Tour du Pays Basque au niveau des victoires d'étape. Donc voilà, un beau petit palmarès, et il va encore pouvoir l'agrandir parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Bilbao, de tête. Il a quel âge, Pello Bilbao? Il a 33 ans. Ah si, il a quand même un peu de bouteille, non? Il a quand même 33 ans. Il est en contrat encore jusqu'en 2024 avec Bahrain Victorious. Mais il a fait vraiment du bon boulot. Donc c'est un mec qui est arrivé assez tard qui est revenu assez tard en World Tour, parce qu'il avait connu une période World Tour avec Euskaltel. Ensuite, il a été en 2e division avec Cara Rural, et puis il est revenu en 2017 seulement avec Astana. Très bon travail de la part du corps de la Bahrain Victorious. Donc il faut saluer le travail qu'il a effectué, et très bon final du coureur de l'équipe espagnole. Et ils ont sauvé leur Tour de France un petit peu. Bahrain Victorious, alors maintenant il faudra tenter avec peut-être Bauhaus demain, mais j'y crois pas trop. Et puis surtout avec il y aura peut-être une victoire à aller chercher avec Landa aussi, mais voilà, ils vont repartir. Je dirais pas qu'ils ont tourné la page de la mort de Gino Meder, mais je pense
cette victoire va leur faire beaucoup de bien pour se remobiliser. Vraiment dans ce Tour de France. Ça va leur faire beaucoup de bien à toute cette formation. Je poursuis avec Chris Neylands. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du doublé pour Israël. Déjà, ils ont mis quand même 2 très bons coureurs dans l'échappée. Nick Schulz et Chris Neylands, puisqu'on oublie un peu souvent de parler de Nick Schulz. Et c'est quand même un mec qu'ils ont recruté en début de saison, qui était chez Jayco Alula l'année dernière, et Bike Exchange. Et ils ont bien fait de le recruter, Nick Schulz. Et moi, je me suis dit, avec les 2 dans l'échappée, je me suis dit, ils peuvent jouer la victoire, mais je me disais aussi, en tant que manager, j'aurais du mal à savoir lequel je décide de mettre plus en avant que l'autre, parce que c'est quand même de très bons coureurs. Et après, ils ont très bien géré le coup avec Nick Schulz qui emmène Chris Neyland. Nick Schulz qui a vraiment fait un super boulot. Et derrière, Chris Neyland, il attaque. Le problème, c'est que derrière, ça ne s'est pas désorganisé. En fait, ce qui coûte la victoire à Chris Neyland, c'est pas lui. Lui, il a fait le job. C'est que derrière, en fait, ça s'est pas désorganisé énormément. Malgré le fait qu'on avait un Chavez qui passait quasiment pas de relais, ça ne s'est pas désorganisé. C'est-à-dire qu'entre Bilbao, O'Connor a fait quand même d'énormes relais. Zimmerman aussi. Pedrero, ça a passé des relais. Et ils s'en foutaient de voir que Chavez sautait un relais sur 4. Et encore, je suis gentil quand je dis un relais sur 4, c'est plutôt un relais sur 2 que sauter de Chavez. Et ils ont bien géré cette étape. Et Chris Neylands, alors j'ai entendu un peu des mecs dire presque il vient de nulle part, Chris Neylands. Alors pour ça, il ne faut pas avoir regardé vraiment le début de saison. Ce qu'il a fait sur le Grand Prix de la Marseillaise en début de saison, à plus de 50 bornes de l'arrivée, ça a montré que, j'avais dit, même ce jour-là, il a bien bossé à l'intersaison, Chris Neylands. Alors il n'y a pas eu le résultat comptable en victoire, mais il a pris de la caisse, Neylands, et il ne vient pas de nulle part du côté d'Israël. Donc oui, maintenant il rivalise avec des mecs comme Bilbao parce qu'il a énormément progressé à l'intersaison. Et c'est un mec qui est en constante progression, Chris Neylands. Donc ça fait... Puis c'est bien pour la Lettonie parce que c'est un petit pays au niveau du cyclisme. Ils arrivent toujours à avoir des bons coureurs en World Tour. Tom Skunch aussi, par exemple chez Trek. Donc c'est bien ce qu'ils font dans ce pays. Et puis c'est bien aussi que Israël, ça c'est presque un pur produit Israël parce qu'il est dans l'équipe depuis 2017. Alors il est en fin de contrat, Chris Neylands, ça va peut-être donner des idées à certaines formations, peut-être à Lidl Trek par exemple. Mais c'est un coureur qui a quand même des résultats. Et cette année, il fait une belle année. Sur le Grand Prix de la Marseillaise, il prend la 5e place, mais c'est lui qui lance les hostilités quand même sur cette course-là. Et puis 12e du GPE 3 aussi. Donc voilà, il y avait eu quelques résultats. Même s'il a au final assez peu couru, 41 jours de course, c'est pas si énorme que ça. Surtout pour un mec qui n'est pas leader. Mais ils ont très très bien géré. Donc dommage dans le final, il lui en a manqué un peu pour aller chercher la gagne. Mais encore une fois, c'est parce que derrière, on était très très bien organisé. On passe au bonnet d'âne. 2 bonnets d'âne aujourd'hui. Le premier, c'est Van Der Poel. Et c'est pas parce que je l'ai mis en favori. J'ai pas trop compris la stratégie d'Alpecin, pour tout vous dire. Il y a un moment, je me suis même dit, on roule pour Philipsen, on roule pour Van Der Poel. Si on roule pour Philipsen, c'est quand même osé, vu la dernière côte de la journée. Mais je crois qu'on n'a pas réussi à déterminer qui était le leader de l'équipe pour cette étape. Ce qui est une erreur. Et on a fait travailler énormément Van Der Poel. Alors pour moi, c'était lui le favori. Et puis on n'a pas très bien couru. Pour moi, Van Der Poel, il fallait qu'il prenne l'échappée aujourd'hui. On en avait parlé un petit peu ce matin, mais moi j'avais dit, pour moi, Van Der Poel, quand je l'ai mis favori, pour moi c'était tu pars dans l'échappée, et puis il sort dans la 3e côte, dans la dernière côte de la journée, et ensuite dans la descente, il fout la misère à tout le monde. Et les 10 derniers kilomètres lui font pas peur. Je comprends pas pourquoi il n'a pas pris l'échappée. Vu qu'il avait l'air en plus d'être costaud aujourd'hui. Ils font quand même un petit numéro avec Van Aert. Mais je comprends pas du tout. Et puis l'attaque avec Van Aert,
il y avait 2 minutes 40 à ce moment-là, 3 minutes d'écart. Donc c'est un peu comme l'attaque enfin, le jour de l'étape de Team de Klerk, l'étape de Limoges avec les deux coureurs de Quick Step. Là, il n'y avait aucun intérêt, il n'y avait aucune possibilité de rentrer à ce moment-là de la course. C'était trop tard. Il ne fallait pas laisser plus d'une minute 30 à cette échappée. Sur un parcours comme ça, dès que tu as un temps de retard, c'est très compliqué ensuite de revenir. Ça fait un petit peu penser au championnat de France du côté de Cassel. Il ne fallait pas avoir ce temps de retard. Je trouve ça assez surprenant qu'on n'ait pas réussi chez Alpecin avec quelqu'un dans l'échappée. Que ça soit Van Der Poel ou Quinten Hermans, par exemple, ou même un Sylvain Didier. Il y a quand même un Anthony Perez qui est dans l'échappée aujourd'hui de la Cofidis. Je pense que donc un Van Der Poel avait la capacité d'aller prendre l'échappée. Ils ont complètement raté le coche et après ils ont très mal couru. C'est dommage parce qu'ils avaient presque fait le plus dur chez Alpecin en ayant les deux qui soient toujours dans le groupe maillot jaune après 50 bandes de course. Donc il fallait profiter pour attaquer à ce moment-là, pour lancer l'offensive. Bon, ils n'en ont pas profité. Je sais pas si leur stratégie aujourd'hui c'était un sprint, parce que ça me semblait quand même très compliqué d'emmener un peloton vers un sprint. Et je sais même pas si leur stratégie c'était pour Van Der Poel ou Philipsen. Donc ça a été quand même une étape très compliquée. Et puis je termine avec Chavez. Si l'échappée rentrait pas sur Neyland, c'était à cause de lui. Je trouve qu'il a couru, il a foutu la merde dans le groupe de poursuivants. Sans aucune véritable raison. Chavez. Et en plus pour finir 5. Alors si c'était pour courir de cette manière-là, il fallait pas partir en échappée. Il a rien tenté. Enfin, sinon, il fallait suivre Neyland. S'il n'était pas en capacité de suivre Neyland, il fallait collaborer avec les autres. Il sautait un relais sur deux. Et quand il passait son relais, c'était vraiment 10 mètres. Et ensuite, je m'écarte. Donc ça désorganisait vraiment énormément le groupe. C'est pour ça qu'il rentre qu'à 3 bandes de l'arrivée. C'est un peu à cause de Chavez. Ensuite, c'est lui qui fait la cassure derrière Bilbao. C'est magistral, quoi. Il y a un moment, Chavez à ce niveau-là de manque tactique. Enfin... Ouais, je comprends pas. Là aussi, et puis EF, c'est surprenant qu'il n'y a que Chavez. Enfin, on sait que c'était quand même une étape où il pouvait y avoir 2 coureurs de EF qui partaient en échappée et qui ont une bonne pointe de vitesse. Je suis assez surpris, par exemple, qu'il n'y ait pas un Kort Nielsen dans cette échappée. Je pense qu'ils se sont ratés aussi un petit peu. Mais je trouve que Chavez, il a couru comme une brêle, mais vraiment... À des moments, j'avais envie de lui mettre des claques, comme au mec qui a géré la pub chez France Télé, parce que là, il fallait faire vraiment autrement. Enfin, il fallait collaborer. Et puis après, oui, une fois que tu es rentré à 6 bornes de l'arrivée, là, tu peux tenter ton attaque. Mais en plus, comme ils sont revenus tardivement, Bilbao, il n'a pas eu à contrôler tant de kilomètres que ça, il a eu à contrôler 3 kilomètres. Donc voilà, c'était pas très intelligent de la part de Chavez. Et voir sa tactique quand même de ne pas rouler dès qu'ils reprennent Neyland aurait pu permettre au groupe Barguil de revenir. Donc c'est quand même assez extraordinaire comme tactique de course, je trouve, de la part de Chavez. Mais bon, c'était pas très fut-fut de sa part, mais c'est rare qu'il se retrouve sur des étapes comme ça de moyenne montagne. Souvent, Chavez, quand il gagne, c'est sur des arrivées au sommet, c'est pas vraiment sur des étapes de moyenne montagne. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape de Moulins. Débrief 21h sur TikTok dès l'arrivée de l'étape dans la demi-heure qui suit. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mavic Production. Ciao, ciao!